Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. 15 jours de répit pour 10 familles ukrainiennes victimes de la guerre grâce à un séjour breton organisé par l'association Iroise Ukraine. Claude-Marie, bonjour. Vous êtes justement le cofondateur de cette association Iroise Ukraine et à vos côtés Marianne Alain, bonjour. Bonjour. Et vous êtes d'origine ukrainienne et vous êtes membre aussi de l'association Iroise Ukraine. Alors Maria, comment vous êtes arrivée dans le Finistère, vous ? Tout simplement, j'ai posé un Français. Ah, c'est souvent comme ça. Hein, mais il n'est pas breton, par contre. D'accord, et tout de suite, vous êtes investie dans cette association. J'ai découvert une association et depuis, je reste une membre de cette association. Alors, on parlera ensemble tout à l'heure des actions de votre association. En plateau également, Gwen Fleur. Bonjour Gwen. Bonjour Pauline. Et alors, pour ce week-end du 1er mai, est-ce que le programme est chargé côté culture ? Un peu de blues, un peu de rock et puis un peu de théâtre de rue. Donc, on va se régaler tout à l'heure, ce sera dans l'instant culture. Et puis exceptionnellement, on retrouve aussi aujourd'hui la brève de chambre de Sébastien Chambre, ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 29 avril. Depuis 5 mois, les plaisanciers de Morlaix étaient coincés dans le port en cause d'importants travaux qui mettaient hors service l'écluse. Ce mercredi, les derniers réglages annoncent la réouverture des énormes portes du port. Les premiers bateaux pourront rejoindre la rivière et la haute mer à partir de vendredi. Les explications de Frédéric Lorenzon. Dernier réglage sur les écluses du port de Morlaix. Après 5 mois de travaux et de blocage, les bateaux pourront à nouveau quitter le bassin à partir de vendredi. Les 4 portes, pesant chacune 30 tonnes, laisseront passer les flots et les bateaux grâce à un système rénové. Alors, globalement, on a conservé le système tel qu'il fonctionnait auparavant, avec 2 principales nouveautés. D'une part, des passerelles élargies, sécurisées pour le passage du public, et d'autre part, une modification du système de manœuvre. On a remplacé des crémaillères qu'on avait auparavant par des vérins, ce qui va nous apporter beaucoup de souplesse de fonctionnement, et notamment dans la maintenance, on espère des gains de coûts de maintenance importants. Les horaires d'éclusage ne sont pas modifiés, les temps d'éclusage restent identiques à ce stade. Pas de passage plus rapide pour les bateaux, mais la rénovation des écluses qui a coûté 2,6 millions d'euros est un premier pas dans la valorisation du port de Morlaix. Les deux, l'objectif avec la ville de Morlaix, c'est de rendre ce port-là le plus attractif possible, le plus agréable possible, le plus fonctionnel possible. Et donc, on y travaille. Vous voyez qu'il y a actuellement une machine là, qui est en train de travailler sur les bouts. Et on réfléchit aussi à des chantiers plus conséquents dans les années à venir pour justement régler toutes ces questions-là. Vous savez qu'on a un problème d'envasement sur le port de Morlaix et donc plutôt que de payer des coûts considérables de désenvasement tous les ans ou tous les 2 ans, on devrait trouver une solution pour canaliser la rivière et faire en sorte que justement on n'ait plus, d'ailleurs on a une meilleure qualité écologique du milieu et puis qu'on ait aussi je dirais un côté esthétique, puisque les boues, c'est jamais très agréable pour personne, quoi. Ce vendredi, les premiers voiliers passeront le Sas pour gagner la baie de Morlaix et disputer le trophée de la CCI, la première régate de la saison. La semaine suivante, ce sera le grand rendez-vous du Tresco Trophée. Le printemps, c'est la saison où le frelon asiatique reprend son envol. Après avoir passé l'hiver à hiberner, les fondatrices se réveillent et commencent la construction des nids. C'est le moment propice pour les apiculteurs pour combattre ce nuisible. Alors malheureusement, ils se sentent un petit peu seuls parce que l'État ne met pas en place de plan de lutte contre les frelons asiatiques. On regarde le reportage de Willy Moncoiffé. Il y a une dizaine de jours, le propriétaire m'a appelé pour m'indiquer qu'il y avait un insecte qui était en train de fabriquer un petit nid. Cet insecte dont parle Denis Jaffré, apiculteur amateur, est en réalité un frelon asiatique. Il s'agit d'une espèce invasive, arrivée en France dans un conteneur de marchandises en 2003, avant d'atteindre le Finistère en 2013. Excellent chasseur, le frelon met en péril les ruchers en s'attaquant aux abeilles. Face à sa prolifération ahurissante, il n'existe cependant pas de plan de lutte orchestré par l'État. Seule une note de service adressée au préfet en 2013 légifère sur le frelon asiatique en France. Cette note serait insuffisante, selon l'association Action Anti-Frelon Asiatique. Cette note de service du 10 mai 2013 est basée simplement sur le volontariat des communes ou de l'interprofession apicole pour mettre en œuvre des moyens de lutte contre le frelon. Ce qui fait que sur le terrain, il n'y a pas d'efficacité sensible dans la mesure où chacun fait comme il peut avec ce qu'il a.
Donc, comme des moyens ne sont pas mis en œuvre, forcément, sur le terrain, il n'y a pas d'efficacité du tout et la lutte n'est pas uniforme sur les territoires. Pour freiner l'avancée de ces frelons, l'AFA a mis au point un piège sélectif. Il s'agit de capturer les fondatrices sans piéger les frelons européens, un peu plus gros que leurs cousins asiatiques. Il s'agit d'un piège dans lequel les frelons asiatiques sont filtrés à l'entrée et seuls les frelons asiatiques fondatrices peuvent y rentrer. Et tous les autres insectes de taille inférieure aux frelons asiatiques peuvent ressortir de ce piège, étant donné qu'ils ne peuvent pas tomber dans un liquide, dans un appât, puisque la mousse qui se trouve ici permet d'éponger donc cette substance attractive et permet à tous les insectes de taille inférieure aux frelons asiatiques de ressortir de ce piège. En 2013, seulement 15 nids étaient recensés dans le département. Ce nombre est passé à 280 l'année suivante. Pour tenter de réguler cette croissance, l'AFA espère que son piège va être validé par l'État afin d'être fabriqué en série, en attendant la mise en place d'une lutte plus efficace. Le groupement des mousquetaires qui gère les enseignes Intermarché a décidé de fermer 6 bases logistiques d'ici 3 ans. Alors 3 sites sont concernés en Bretagne, parmi eux celui de Mélac dans le Finistère ou encore celui de Rostrenain pour la petite commune costarmoricaine de 3600 habitants. La décision a du mal à passer. Alors une vingtaine de personnes, élus et acteurs économiques ont décidé d'agir. On regarde le reportage d'Anne Burlot. Dans un peu moins de 3 ans, la base logistique d'Intermarché de Rostrenain déménagera à Neuillac. La totalité des salariés ne sera pas repris, vu que le prochain site sera mécanisé. Quant à ceux qui conserveront leur poste, ils ne pourront pas tous suivre l'entreprise. La future base étant à 3/4 d'heure de route. Il y a le sentiment de l'impuissance et puis de la colère aussi, puisque c'est des gens qui ont donné pendant 35 ans le meilleur d'eux-mêmes et que du jour au lendemain, on leur annonce que soit on n'a plus besoin d'eux, soit ils seront trop loin du site, donc on leur dira merci et au revoir, quoi. Le groupe Intermarché représente le premier employeur privé de la région de Rostrenain. Au-delà des 190 salariés directement concernés, les intérimaires, les sous-traitants et l'ensemble des commerces sont impactés par ce transfert. C'était l'entreprise la plus importante qui drainait quand même une main-d'œuvre au-delà de Rostrenain, sur un grand territoire. C'est le Pays Coop tout entier qui va être touché. Bien sûr, c'est un coup dur pour l'ensemble du territoire, avec Marina Rest, avec Penarland, etc. Et on n'avait vraiment pas besoin de ça. Plutôt que de subir, les élus, des commerçants et des chefs d'entreprise ont donc décidé d'agir. Ils ont monté un collectif pour redynamiser la région et redorer l'image du centre-Bretagne. L'intérêt aujourd'hui, ce serait de trouver un repreneur, évidemment, pour l'ensemble du bâtiment, pourquoi pas, 2 ou 3, et aussi, tant qu'à faire dans la démarche de communication, de trouver des gens qui seraient intéressés par s'installer dans notre secteur. On sait très bien que c'est pas la peine de lutter contre la volonté du groupement des mousquetaires de déménager la base. Maintenant, l'intérêt pour nous est de travailler avec eux pour la revitalisation du site. Alors en interne dans le groupement, puisque bon c'est un gros groupement industriel quand même, ou en externe. On prend des rendez-vous aussi pour rencontrer des industriels, savoir s'ils ont eux-mêmes des projets, voire même dans leurs relations. Le collectif vient de rencontrer un premier industriel. Un rendez-vous concluant apparemment. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait plus de 6000 morts depuis 2013. De nombreuses femmes ont perdu leur mari, élèvent seuls leurs enfants dans un quotidien très tendu. Dans le Finistère, l'association Héroïse Ukraine a invité 10 de ces veuves de guerre accompagnées de leurs enfants. Dès ce 2 mai, ces Ukrainiens auront le droit à un petit peu de répit en Bretagne. Claude Marie, vous êtes le cofondateur de l'association Héroïse Ukraine et à vos côtés, Marianne Alain, vous êtes d'origine ukrainienne et membre d'Héroïse Ukraine également. Claude, Héroïse Ukraine existe depuis 20 ans. 21 ans même. 21 ans même à Brest. Oui. Que fait cette association pour les Ukrainiens habituellement? En dehors du conflit, c'était quoi sa mission? Dès l'origine, cette association a tenu à ses statuts. Et les statuts disent clairement que l'association a pour but de s'occuper et de toute question socio-culturelle entre la population bretonne de la région de Brest et la population ukrainienne. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent à Brest, il y a une forte communauté. Le chiffre peut monter aux environs de 60 personnes.
50 mamans, les enfants, il y a des petits-enfants déjà. Bon, une soixantaine en tout cas, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des bénévoles aussi de l'association sur place en Ukraine? Non. Ce n'est que l'association l'association est strictement brestoise. Par contre, nous avons bien sûr les contacts avec des Ukrainiens et Ukrainiennes. Par exemple, la présidente de l'association, là-bas on n'appelle pas des associations, on dit plutôt des fondations, et des enfants victimes de Tchernobyl. Donc des associations comme ça sur place, et avec Heroes Ukraine, vous êtes en contact? Nous sommes en contact direct. Surtout pendant cette période de conflit, j'imagine que les bien liens avant. sont... Et ça a toujours été la question, que peut-on faire pour répondre à des demandes? On ne parachute pas pour faire plaisir, pour se faire plaisir. On donne des réponses à des questions. Alors on va voir justement maintenant l'importance du travail des volontaires et des fondations, comme vous disiez, qui sont sur place en Ukraine, avec des images tournées en décembre dernier dans la région de Donetsk. We went to the war zone in eastern Ukraine. First, we visited the volunteer Azov battalion in Mariupol. Then we drove to a regular army unit near Donetsk. You cannot stand behind it, like sitting on watching TV and Russia is bad or something is bad, you know. Actually, we're interested about volunteers, and it's really, I got a really respect to these people, you know, because they're civils. Like I actually was civil too, but like they're civils and they're like risk their lives to help us. They're giving us, you know, it's everything. Everything in the beginning of this war, it was everything that we have. Again, government give us only guns and okay, let's go, guys. You know, it's like everything every supplies and food and other stuff we get from volunteers, you know. Alors, Maria, vous êtes originaire d'où exactement en Ukraine? Je suis née région de ouest de l'Ukraine, près de Pologne. D'accord. Vous avez encore de la famille, des amis là-bas? J'ai pas de famille proche, mais j'ai des amis. Le nom de votre ville est tellement beau, faut le dire. Citons-le alors. Le nom de votre ville est Novovolinsk, c'est région Volhynie. D'accord. Alors, quel est le quotidien d'une famille ukrainienne aujourd'hui, parmi ceux, par exemple, avec qui vous avez encore du contact, ou les associations que vous avez sur place? Claude, peut-être? Moi, je crois, avant toute chose, il faut savoir chercher à manger. Oui. Chercher à manger. Savoir que l'hiver prochain sera plus rude que l'hiver actuel. Faire, dans la mesure du possible, des provisions quand on a la chance d'avoir un petit jardin. Parce que le mot dacha, c'est très joli vu de loin, vu d'ici, mais ça veut dire un tout petit coin, un petit jardin. Qu'est-ce qu'on va faire? Des pommes de terre, des tomates, on va faire des conserves, on va les mettre, on va garder les conserves pour le plus longtemps possible, pour tenir en hiver. C'est toujours cette question, l'hiver prochain, ça va être pire que cette année. Alors, ces 10 veuves ukrainiennes que vous aviez conviées dans le Finistère, qui arrivent le 2 mai, c'est qui? Comment vous les avez sélectionnées? Alors, tout est commencé par mon propre souhait d'inviter une victime, une femme de mon ville natale, avec qui est devenue veuve avec ses petits-enfants. Et c'est mon mari, il a accepté justement, c'est lui qui proposait de faire venir. J'ai parlé autour de moi, autour de mes amis, qui ont souhaité faire la même chose. Donc du coup, on se retrouvait 10 familles qui souhaitent accueillir ici des femmes comme ça. Et nous, on a essayé de trouver les femmes qui correspondent. Ils sont déjà de différentes régions d'Ukraine. Et leurs enfants, ils ont à peu près même l'âge de nos propres enfants.
Alors, ils vont rester 15 jours dans le Finistère, accueillis par des familles bénévoles, comme vous l'expliquiez. Ce sont des familles franco-ukrainiennes qui parlent de langue, donc la famille, il aura des possibilités. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Il y a des choses prévues avec les enfants, déjà, des activités Justement, on a essayé, notre but, c'est de faire venir, on peut dire, changer l'air. Reprendre voir d'autres choses que qu'est-ce qu'ils ont vécu sur place. Et chaque famille est déjà en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pendant 15 jours. Donc chaque famille, il pose les congés ou, je ne sais pas, il trouve du temps pour faire découvrir la région. Comment c'est financé ça, leur voyage par exemple? Justement, c'est pour ça on est venu ici parce que notre association est très peu nombreuse. Ou comment vous dites, Claude? Bon, alors on n'est pas très nombreux, mais on est très actifs. Bon, alors le résultat est que on peut pas rester inactif par rapport au drame qui se passe là-bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de répondre à des questions des victimes. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Claude, donc juste comment s'en financer. Le financement, je sais, j'y viens. Le financement, nous avons besoin de faire autour de nous, dans toute la région brestoise, faire appel à la générosité. Ça, c'est important, parce que de l'argent, il en faut. On n'en a pas assez. On n'en a jamais assez, dirions-nous. Non, on n'en a pas assez actuellement. S'il y a parmi des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, des gens qui disent oui, effectivement, apprendre que d'un instant à l'autre, on nous dit ton mari, il est mort, tu n'es plus l'épouse de, mais tu es la veuve de, et tes 3 enfants ne sont pas des enfants, ce sont des orphelins. Alors s'il y a des gens qui sont touchés au cœur par ce genre de situation, eh bien, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Alors d'ailleurs, pour prendre contact, il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher, c'est le 02 98 47 12 16, et aussi une adresse mail pour écrire à l'association iroise, j'ai du mal aujourd'hui, .ukraine@gmail.com. Voilà, donc ça, c'est pour vous contacter. Merci beaucoup. En tous les cas, vous deux, on vous souhaite bon courage pour le projet. Notre nom existe dans l'annuaire téléphonique. On vous trouve dans les pages jaunes. Dans les pages blanches. Et dans les pages blanches. Association Iroise Ukraine. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de retrouver Sébastien Chambre qui nous parle aujourd'hui de la loi sur le renseignement. C'est dans la brève de chambre. Salut! Tout le monde en parle, ou du moins tout le monde devra en parler. La France s'apprête à voter un projet de loi de renseignement qui ressemble étrangement à un projet de loi de surveillance des masses. Aux États-Unis, ils en sont déjà équipés, puisque grâce à la NSA, la National Sauvegarde Automatique, ils enregistrent en masse les emails, les appels téléphoniques et tout ce que vous faites sur Internet. Tout ça est d'ailleurs très bien expliqué dans le film Citizen4, où on en apprend beaucoup sur Edward Snowden, lanceur d'alerte sur la surveillance des masses. Et on peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi y a-t-il besoin de tout savoir sur tout le monde? D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Un des nombreux avantages de la surveillance des masses, c'est que si par mégarde vous effacez un email, vous pourrez toujours en demander une copie au gouvernement. Je sais, vous n'avez rien à cacher. Et moi non plus. Et de toute façon, on s'en fiche, parce que les gens qui vont avoir accès à cet outil de surveillance des masses ne sont que des gens bienveillants. Allô, monsieur Hervois? Oui, allô, madame Annick Leloc? Allô, madame Patricia Adam? Bonjour, monsieur Richard Ferrand. Bonjour, monsieur Jean-Luc Blenven, je vous appelle. Oui, bonjour, monsieur Hervois. Je vous appelle. Madame Adam? J'aimerais vous appeler. Bonjour, monsieur Lebris, je vous appelle à propos de la. Bonjour, madame Chantal Guité. Allô, Gounagan Bui? Oui, bonjour. Allô, François de Rugy? Oui, bonjour. Bonjour, Éric Calouzet, je vous appelle. Bonjour, Patricia Adam? Oui, voilà. Monsieur Hervois, bonjour. Allô, madame Adam? Oui, bonjour. Ces personnes sont en train d'appeler leurs députés pour leur demander des comptes sur le projet de loi renseignement. Ça vous concerne, alors vous pouvez en faire autant. Après le 5 mai, il sera trop tard. En attendant impatiemment que ce projet de loi soit voté le 5 mai, je suis quand même très curieux de ce que vous faites. Alors mettez-moi en copie de tous vos emails à sébastien@impro-infini.fr. Surveillez-vous les uns les autres et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, le message de Sébastien Chambre était clair. Allez, tout de suite, on passe à l'instant culture.
Et Gwen, on débute cet agenda culturel avec un anniversaire. Oui, Pauline, l'association brestoise Accord MJC, qui réunit les MJC et MPT de l'Artois et de Pénard-Créache, fête ses 25 ans. Alors 25 ans au cours desquels elle a régulièrement organisé des concerts de blues. Et c'est donc avec un concert de blues qu'elle célèbre cet anniversaire. Rendez-vous ce jeudi 30 avril au Vauban à Brest avec 3 groupes du coin. Heaven of Halls, Blues Workshop et Shake a Pill, et c'est un concert gratuit. Et du blues, on passe au jazz. Avec Malala Johnson d'abord en trio, la chanteuse malgache explore les standards entre swing, chansons jazzy et bossa nova. C'est à découvrir dimanche 3 mai au Tallard-Ponte à Châteauneuf-du-Fou. Et puis autre chanteuse de jazz, c'est Rosemary Phillips, originaire de la Barbade. Elle puise dans la musique des Caraïbes pour alimenter son univers jazzy. Elle se produit en quartet ce samedi 2 mai à la Chapelle Sainte-Barbe à Névé. Et on l'écoute. Open wide and hold me inside. You took my legs, you took my love so tenderly. Et quelques rendez-vous, Gwen, en cette fin de semaine pour les amateurs de musique actuelle. Et alors les plus jeunes ne vont pas manquer Kinvey ce jeudi 30 avril à l'Arena à Brest. Pauline, vous ne le savez peut-être pas, mais le jeune homme a déjà publié 5 albums en 7 ans. Son credo, le raga dance hall, le zouk, l'électro, la chanson, bref, ce que l'on peut communément appeler de la variété française. Alors plus rock, en revanche, le groupe The Red Goes Black est la tête d'affiche du Springbox Festival. Ça se déroule ce jeudi 30 avril au Centre des Arts de Concarneau. C'est une soirée organisée par les élèves de Saint-Joseph et les rockers douarnenistes devraient jouer les titres de leur premier album I Quit You Dead City. Eh bien allez, on regarde un petit extrait. Et puis Gwen, 2 rendez-vous Art de la rue en Finistère. En effet, avec la compagnie Hannibal et ses éléphants qui jouent son nouveau spectacle Economic Strip. C'est une fable sociale, tendre et burlesque sur les derniers jours d'une entreprise. Alors, c'est à découvrir d'abord vendredi 1er mai, place du Champ de Foire à Comana. Et puis, la troupe de théâtre de rue participe également au premier rendez-vous du Printemps des Arts, Printemps des Abers. C'est dimanche 3 mai dans le bourg de Quatméal, avec également au programme le cirque musical de la compagnie Hydragon et un spectacle de la troupe Impro Affini. Et tout cela est gratuit. Et à noter enfin un festival de cinéma assez original, c'est à Audierne et Esquibien. Oui, il est consacré au second rôle, aux acteurs et techniciens de cinéma, ça se voit peu. Ça se déroule effectivement à Douarnenez et Esquibien du vendredi 1er au dimanche 3 mai. 11 cinéastes et acteurs sont attendus, dont l'invité d'honneur, le réalisateur Yves Boisset. Merci Gwen, on va pas s'ennuyer ce week-end dans le Finistère. Allez, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi sur TBO, nous vous proposons un documentaire sur ces Bretons qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film sera suivi d'un débat animé par Olivier Clèche. On regarde tout de suite un extrait. J'ai toujours aimé que l'on me raconte des histoires. J'ai toujours aimé l'histoire, avec sa grande hache pour reprendre le mot de Pérec. L'histoire, je suis tombé dedans lorsque j'étais enfant. Longtemps j'ai joué à la guerre, longtemps j'ai joué à la résistance. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai battu la forêt et les champs dans mon déguisement de partisan. Mes héros s'appellent Jean Moulin, Raymond Aubrac. Jusqu'au jour où une tante maternelle, s'amusant de mon accoutrement, me lance en plaisantant. Tu sais, grand, dans ta famille, certains n'ont pas toujours aimé les résistants. Certains les appelaient les terroristes. Voilà, et c'est donc jeudi à 20h45 sur TBO. Maria, un petit mot sur
Combien vous manque-t-il à l'association Iroise Ukraine pour finir le projet d'accueil des Ukrainiennes? Alors, on a fait beaucoup de demandes et je voulais bien remercier tous les gens qui ont répondu, qui ont fait des choses, parce que moi j'ai dit petite goutte par petite goutte, ça fait beaucoup. Mais quand même, il nous manque 3 000 €. Alors, pour contribuer, un numéro 02 98 47 12 16 et une adresse mail iroise.ukraine@gmail.com. Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci Gwen, on vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique culture. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.